Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence avec Frank, le dédomiseur. Salut mon Frank! Salut, ça va? Hello! Avant qu'on commence la chronique, je veux quand même souligner que nous sommes présentement en territoire piéton non cédé. Quoi? C'est toujours important. Oh, oui, tu connais pas ça, le territoire piéton non cédé? Non, c'est la première fois que j'entends ça. C'est du territoire qu'on a volé aux piétons sans leur demander avant. Oui, on l'a volé aussi pas mal aux animaux de sauvages. Ouais, tant qu'à y être. Ah oui. Et l'arbre est dans ses feuilles. Et toi, territoire non cédé de la faune. Oui. Ouais. Des tégus et des caribous. Non, j'ai juste noté ça parce qu'il y a vraiment des gens qui ont écrit ça récemment sur le web. Ça a fait réagir Frank, entre autres. Ouais, mais écoute, des niaiseries. Justement, les niaiseries cet été, ça se surpasse autant dans les médias que sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de foutu sens. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. Hein. Tu sais, tu peux pas inventer 2 fois les mêmes concepts. Fait qu'il faut toujours t'aller plus loin. Là, tu te dis, ouais. Comme là, je voyais cette semaine que la santé publique, tu sais, la gang qui gérait nos vies là, pendant la pandémie, là, avec l'INSPQ, tout ça, là, on nous avait dit, ces gens-là, c'est la science. Hein. Oui. Eux autres sont dans la grosse science. Ben, cette semaine, je lisais un peu des affaires qui ont rendu, c'était via un article de la presse, je suis allé voir un peu sur le site de l'Institut de la santé publique, et là, ils nous disent qu'ils vont lutter contre l'éco-embourgeoisement. Donc ça, l'éco-embourgeoisement, là, vous croyez pas à ça? C'est en gros, c'est que quand tu plantes des arbres dans un quartier et que tu fais des petits ronds de fleurs, tu sais, puis des parcs, tout ça, ça rend le quartier plus attrayant et ça attire des gens qui ont de l'argent, imagine-toi donc. Donc là, ça empêche les pauvres de vivre entre pauvres. Et parce qu'il faudrait surtout pas qu'un quartier arrête d'être pauvre. OK, donc, ils ont trouvé un autre nom pour ce qu'ils appellent la gentrification, là. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est la gentrification, mais par les arbres et la verdure. Donc, ça s'appelle l'éco-embourgeoisement. OK. Et dans la section sur les recommandations, là, on nous dit... Ne pas planter d'arbres? Non, ben on dit qu'il faut y aller, mais quand même avec parcimonie, là, parce qu'il faut pas que le quartier soit trop attrayant quand même. Là. Ouais, OK, des places trop belles, c'est pas bon. Hein. Oui, et on nous dit dans la section des recommandations, là, c'est pas une blague, là, vous chercherez ça, Institut national de santé publique, éco-embourgeoisement, on nous dit dans une section qu'il faut faire place au savoir et aux expériences autochtones afin de créer des espaces de décolonisation. Man. C'est quoi le rapport entre les Autochtones et le verdissage? Je le sais pas, mais donc ça vous, tu sais, je veux dire, ça coche plein de cases. Ben ça vaut la peine de remettre en perspective quand même, parce que moi, on nous a dit que ces gens-là étaient dans la grosse science dure et finalement on se rend compte qu'ils sont dans l'espèce d'urbanisme New Age. C'est l'agenda qui a acheté de faire pousser les pissenlits, Frank. Ouais. Ne tordez pas vos pelouses, d'ailleurs. Oh, ouais, non, c'est ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est rendu très loin de la santé publique. Mais je pense qu'on arrive tranquillement, pas vite, au bout de ce genre de niaiserie. Juste là. Moi, je continue à le croire. Là. Je reviens avec ce que j'ai raconté un peu plus tôt, que Microsoft a sacré dehors toute sa gang qui était là pour faire la diversité, puis l'inclusion, puis les patentes comme ça, là, hier. On commence à avoir atteint le bout puis à revenir aussi tranquillement pas vite là. Je veux y croire du moins. Ben c'est parce qu'à un moment donné, il faut juger cette mouvance-là pour les résultats concrets qu'elle produit et jusqu'à présent, c'est pas grand-chose. Moi à un moment donné, c'est beau délirer puis inventer parce que c'est ça le problème, c'est que ces gens-là inventent des mots. Et après, c'est comme aux autres de faire la preuve que ça existe pas. Non, c'est à vous de ils renversent le fardeau de la preuve. Non, mais c'est des experts. Si moi j'arrive et je dis hey, finalement là, vous le saviez pas là, mais le Big Bang et tout ça là, tout ça c'est pas vrai, voici ma théorie alternative. Et prouvez-moi que j'ai tort. C'est ça, prouvez-moi que j'ai tort. Non, c'est à moi de prouver que c'est moi qui ai raison. C'est de même ça marche la science. Eux autres ils arrivent, ils nous inventent des patentes. Gentrification. C'est quoi les 2 trucs à la mode en ce moment? Embourgeoisement puis l'écologie. Sac-moi les 2 mots ensemble, éco-embourgeoisement. Là, tu te dis, ouais, c'est parce que là, quelque chose de beau avec ça, là, puis ouais. Y a-tu vraiment des études qui démontrent que quand on plante des arbres, ça attire les riches dans un quartier? Là?
Puis écoute, tu m'as tellement fait rire en début de semaine. Je l'avais manqué, celle-là. Dans toute l'histoire de ce qui s'est passé autour de l'attentat contre Trump, Patrice Roy a vraiment reçu à un moment donné un neurologue. Un neurologue. Je vous en ai parlé hors d'onde, j'en ai pas parlé en onde, là. Mais il a reçu un neurologue, puis malheureusement, j'ai pas accès à cet extrait-là, fait que je peux pas avoir l'audio pour vous le jouer, là. Mais il a reçu un neurologue, puis il a demandé vraiment, ouais, mais là, une balle dans la tête, on meurt-tu de ça? Oui. Oui, mais non, c'est capoté, là. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, le hashtag les experts, c'est bien d'avoir un expert quand c'est pertinent. Mais là, parce que je trouve qu'on est rendu dans un stade où on infantilise la population. Je pense que l'idiot du village sait qu'une balle dans la tête, tu meurs, là. Ben là, tu sais, je pense que la plupart du monde savent que quand ça plombe le soleil dehors, t'es peut-être mieux de te mettre de la crème. Ben oui, pas besoin d'avoir un expert pour me dire ça. J'ai pas non plus besoin d'avoir un expert qui vient me dire qu'il pleut dehors. T'sais, je le sais qu'il pleut. J'ai des yeux pour voir, j'ai des oreilles pour entendre. Oui, Nick, mais pendant que tu parles de Radio-Canada puis Patrice Roy, TVA Nouvelles de l'autre bord, eux autres parlent avec Yves Bolduc pour savoir si la blessure à l'oreille de Donald Trump est grave ou non. Hey, ça, c'est leur nouvelle obsession. Ils se posaient la même question qu'Anne-Marie Dussault hier. Et puis pire que ça encore, dans le segment avec Yves Bolduc, ils ont demandé si c'était le bon pansement qu'il y avait sur l'oreille. Ils font donc bien une obsession avec ça. Puis en même temps, écoute, c'est freak le monde à la convention qui se mettent des faux pansements sur l'oreille pour être comme Trump, là. Mais écoute, regarde. Tu veux que je dise, c'est ça. C'est du spectacle politique, là, à quelque part, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est parce que je comprends, là, que l'été, c'est parce qu'en même temps, on dit tout le temps, l'été, c'est un peu plus slow news. Mais en même temps, pas tant que ça, là. Je veux dire, il y a quand même un ancien président qui a failli manger une balle dans la tête. Il y a un président au bout du rouleau qui, là, tout d'un coup, a la COVID. Ouais. Donc, tu sais, on va nous expliquer que c'est pour ça qu'il était vraiment, vraiment low energy dans les dernières semaines. Ouais, voilà. Ça doit être ça. Ça va finir qu'il y a la COVID longue, là, finalement. Là. C'est un peu ça c'est un peu vers là qu'on dirait qu'on s'en va, là. Mais, je veux dire, il en manque pas, là, il manque pas de substance en ce moment, là. Je veux dire, Ben d'ailleurs, tu veux nous parler de J.D. Vance parce que on le connaît pas beaucoup. En même temps, les candidats vice-présidents, c'est jamais eux autres qui font pencher d'un bord ou de l'autre la balance lors du vote. Mais on a l'âge des candidats qu'on a présentement. Fait que même du côté républicain, même si Donald Trump a l'air très fringant, il va stoffer 4 ans, on sait jamais s'il est élu. Fait que c'est important quand même de connaître un peu le vice-président. C'est qui ça, J.D. Vance, à part nous dire que c'est un auteur puis c'est un gars qui a le nom d'un 3e but dans le baseball majeur, là? Non, c'est ça, effectivement. Ben, c'est parce que c'est drôle, parce que tout le monde parle de lui, hein, même des médias, là, tu regardes Radio-Canada, il y a plein d'articles sur lui, t'as des chroniques dans toutes sortes de journaux, là, puis là, on nous disait, hey, c'est pas drôle, là, il aime pas l'Ukraine, ce gars-là. Puis, on reste extrêmement en surface, puis je trouve que on passe à côté de l'essentiel. Bon, l'âge en est un, effectivement. Donc, le gars, il a 39 ans. Ce serait le plus jeune vice-président de l'histoire s'il était élu à 40 ans. Il va avoir 40 ans dans les jours qui viennent, le 2 août. Mais essentiellement, l'âge, ça a un impact là-dedans, mais je te dirais que cette nomination-là, qui a quand même surpris, parce que beaucoup de gens s'attendaient à avoir une figure beaucoup plus publique que ça. Entre autres, on pense à Vivek Ramaswamy, on pense à Ron DeSantis, on pense à Tulsi Gabbard, on pense à plusieurs personnes qui sont dans l'entourage républicain, qui sont très vocaux, qui sont des orateurs, tu sais, quand même assez efficaces, là. Je pense que Vivek, tout le monde l'a vu un peu. Je vais en faire jouer des extraits tout à l'heure, là, je l'adore. C'est un personnage flamboyant, tout ça. Plus proche de mon discours, plus proche de mes idées aussi que Trump, honnêtement, là. Oh oui, et beaucoup plus que J.D. Vance. Parce que J.D. Vance, c'est bon, tout le monde a parlé de son de ses positions, bon, plus de droite sociale, entre guillemets, là, donc très plus religieux, famille, de valeurs traditionnelles, tout ça. Mais je pense que l'essentiel est vraiment pas là. L'essentiel, c'est que, bon, J.D. Vance, c'est qui? C'est un gars qui vient de l'Ohio, mais essentiellement, il raconte ça dans son bouquin que son enfance s'est passée dans une petite ville la ville de Jackson au Kentucky, ville étant quand même généreux, là, je te dirais, je pense qu'il y a 2000 personnes là-bas, 2-3 000 personnes. Vous irez sur Google Maps et vous googlerez ça, là. Jackson, Kentucky, là, il y a des photos genre de Chevrolet Malibu rentrés dans un arbre, tu sais, dans les ouais. c'est pour vrai, c'est vraiment un coin
très crade des États-Unis. C'est Le char de Google, il prend pas le temps de passer là très, très souvent, là. Non, c'est ça. Il passe pas là très souvent. Puis, tu sais, il le dit lui-même dans son livre. Quand il retourne là-bas, il se rend compte que tous les clichés qu'on a sur cet endroit-là sont vrais. Et il trouve ça, tu sais, à quelque part, c'est quelque chose qui l'a toujours attristé. Puis, en fait, je pense qu'on peut pas comprendre la candidature de Vance sans la comparer à celle de Trump. Parce que Trump a inauguré un peu, je te dirais, le virage classe populaire du Parti républicain américain avec un discours sur la réindustrialisation, ramener les business aux États-Unis, tout ça. Mais Trump lui-même étant quand même un citoyen du monde d'une certaine manière, là, tu sais, ça a été, c'était un magnat de l'immobilier de New York, c'est un gars du jet set, des shows de télé, tout ça. J.D. Vance, lui, c'est vraiment un gars de l'Amérique profonde, j'ai envie de te dire. Là, c'est le titre de son livre, Hillbilly Elegy, ça fait référence. Hillbilly, c'est le nom qu'on donnait aux personnes qui vivent dans les Appalaches aux États-Unis. Donc, c'est la région la plus pauvre des États-Unis, une région essentiellement blanche, là, donc on appelait ça le white trash, là, dans un langage extrêmement méprisant. Donc c'est la place la plus pauvre des États-Unis, et je pense que cette candidature-là, ce qu'elle vient faire, c'est dire, d'un côté, on a le milliardaire qui a réussi avec l'immobilier, avec la business, tout ça, et de l'autre, on a ce jeune garçon issu d'une famille extrêmement défavorisée, des plus pauvres des États-Unis, qui a réussi à sortir de la misère. Ben, regarde. Et maintenant, ils cohabitent ensemble parce qu'ils partagent des valeurs communes. Donc, c'est une espèce de mariage qui transcende les classes sociales. Mais ça, je pense que c'est très fort d'un côté de l'image, parce que si vous avez vu le livre, c'est peut-être un peu long là pour. Ben regarde, pour mettre ça clair, les gens qui ont vu la série Making a Murderer il y a ça quelques années sur Netflix là, ben J.D. Vance, il vient de ce genre de milieu là. Ou ceux qui ont vu Ozark là. Oui, oui. C'est de ce genre de milieu-là dont on parle. Okay. Et pour vrai, le film est disponible sur Netflix là parce qu'il y a un film qui a été fait sur son bouquin qui a été écrit en 2016. Donc l'adaptation a été faite en 2020. Donc qui porte le même nom là, Hillbilly Elegy, mais je pense que c'est une ode américaine. En français, donc si votre browser est en français. Là. Et ce film-là est tout à fait fabuleux là, pour vrai. Là. La vie que ce gars-là a eue, et c'était son discours hier lors de la convention républicaine, c'est vraiment un discours de dire je comprends les gens qui en arrachent, je sais d'où vous venez, je viens de la même place, je l'ai vécu. Là. Donc, lui, il a été élevé pas de père, à moitié par sa grand-mère et par sa mère étant une toxico à l'héroïne. Elle était d'ailleurs hier dans la salle, on disait qu'elle célébrait ses 10 ans de sobriété. Là. Et dans le film, tu vois des choses qu'il raconte plus en détail dans le livre, mais qui sont complètement capotées. Là. Genre, à un moment donné, il est en train de passer son diplôme à Yale, puis il est dans les dernières étapes pour trouver son stage, pour ensuite, après ça, pratiquer le droit. Et sa sœur l'appelle, elle lui dit là, faut que tu reviennes, notre mère est en rechute, tout ça. Et il arrête dans une station d'essence et le gars vient le voir et dit excuse, ta carte a pas passé. Il est en train de mettre 10 piastres de gaz dans son char. Ouais. Tu vois le milieu dans lequel ce gars-là vient. Là. À un moment donné, ça c'est une des scènes les plus fortes du film. Là. Et lui, c'est vraiment ça son discours, c'est comprendre à la fois le côté très, comment je dirais ça, en superficie, tu juges ces gens-là, tu sais, puis dans le film, il le montre, puis dans le livre aussi, tu sais, le discours sur les rednecks, les white trash, les white angry men, tout ça, il dit, quand tu juges ces gens-là en superficie, tu les trouves, tu sais, délabrés, tu les trouves, tu sais, qui ont pas de valeur, qui ont pas de fierté, tout ça, mais il dit, laissez-moi vous raconter mon histoire, vous allez voir qu'au fond, ces gens-là, c'est juste des gens qui l'ont eu extrêmement difficile parce qu'ils vivent dans un coin très pauvre, mais au fond, c'est du bon monde. Là. Puis à un moment donné, tu le vois dans le film, sa grand-mère qui est malade, elle lui paye une calculatrice parce que Manet lui demande, elle dit, t'as-tu fait tes devoirs? Parce qu'il tombe sur la garde de sa grand-mère, il dit, non, je les ai pas faites. Elle dit, pourquoi tu les as pas faites? Il dit, mais parce que j'ai besoin d'une calculatrice puis j'en ai pas. T'sais, il a besoin d'une genre de TI 80 puis il dit, j'en ai pas. Sa grand-mère, à part avec lui, ils vont acheter une calculatrice TI 80 puis dans les jours qui suivent, il ne mange pas.
Parce qu'il fallait payer la TI 80. Oui, parce qu'il fallait payer la TI 80 de, je pense, 40$ ou quelque chose de même. À ce moment-là, c'est cette réalité-là qu'on voit dans le film. Tu sais, je vous spoilerai pas tout le reste, là, ceux qui l'ont pas vu. Il y a beaucoup d'autres scènes qui sont comme ça. Là. Fait que, tu sais, imaginez l'image pour le... Puis tu sais, ça correspond dans laquelle il y a beaucoup d'Américains qui peuvent se retrouver présentement, et même beaucoup de Canadiens, exactement. beaucoup de Québécois. Dans le discours républicain, présentement, il y a un lien... Le seul lien qu'il y a à faire présentement entre le discours républicain et le discours conservateur au Canada, c'est par rapport à l'inflation, par rapport au gouvernement qui a trop dépensé, par rapport aux effets que l'économie a eu sur les gens. Pendant ce temps-là, t'as les médias, ils disent « Non, l'économie roule, puis ça va bien, puis tout est beau, tout devrait être correct. Regardez, la bourse va bien. » Ouais, mais le gars qui a pas d'argent, que la bourse aille bien, en quelque part, il s'en sac pas. Il voit que son épicerie, elle coûte plus cher, puis qu'il est pas capable de s'en payer. Exact. Puis tu sais, c'est difficile d'avoir un discours, entre guillemets, pro-classe populaire, quand c'est pas ta réalité à toi. Quand tu vis pas de ça. Trump et classe populaire, ça devrait pas être un automatisme, là. Ben, c'est ça. Mais t'as des gens qui ont réussi à avoir ce branding-là. C'est Bernie Sanders, c'est loin d'être un gars qui est pauvre, là. Barack Obama non plus, là. Ouais. Donc, ces gens-là ont réussi, tu sais, à se faire accoler. Tu sais, dans le fond, ils parlent pour les gens défavorisés, les petites gens, tout ça. Mais en réalité, lui, c'est un des premiers politiciens qui vient vraiment, là, tu sais, il le dit lui-même dans son livre, là. C'est un shithole, là, d'où il vient, là. Il le dit lui-même, tu sais, en même temps, c'est le rêve américain, parce que c'est un gars qui est diplômé. C'est de Yale, si je me trompe pas? Ouais, c'est de Yale. Fait que c'est une des grandes universités, des Ivy League aux États-Unis. Fait que tu sais, c'est ça. Le gars, il a réussi en venant d'un trou pauvre comme ça. Oh, et puis tu sais, écoute, c'est ce qu'il raconte dans le livre là, tu sais, c'est puis en plus il y a un autre point que peu de gens mentionnent, c'est que sa conjointe étant une issue, dans le fond, c'est une famille d'immigrants indiens qui est arrivée aux États-Unis. Puis il raconte un peu l'impact que ça a eu pour lui, parce que lui il dit les gens qui vivent dans les Appalaches aux États-Unis, non seulement c'est les plus pauvres, mais quand tu les sondes, c'est les gens les plus défaitistes et les plus pessimistes par rapport à leur avenir. Puis il raconte que ce qui lui l'a fait changer par rapport à ça, c'est quand il a rencontré cette femme-là, avec qui il est encore aujourd'hui, à un moment donné, elle lui a dit, tu sais, mes parents, quand sont arrivés ici, eux aussi, il y avait rien. Et regarde ce qu'ils ont fait. Toi aussi, tu peux, tu sais. Il dit, et c'est là qu'il s'est rendu compte que, dans le fond, cette condition-là, c'était pas une fatalité. Il se bottait le derrière, et lui aussi, il pouvait sortir fait que tu sais, c'est un gars qui en même temps a une sensibilité pour la misère humaine, mais embarque pas dans le discours de la victimisation, de dire mais c'est pas de leur faute, ils sont comme ça, puis y a rien à faire. Puis lui son message c'est de dire regardez, la famille de ma femme a réussi, ils sont partis avec rien. Moi aussi j'ai réussi, je suis parti de rien. Je suis parti de rien là. Tu sais, puis quand tu dis partir de rien, là, à un moment donné, il est à Yale, puis il y a, tu sais, dans le fond, il y a des gens qui rencontrent les étudiants pour des stages, des futurs stages que tu vas avoir. Okay. Puis il est dans un repas, puis il raconte encore plus en détail dans le livre, là. Il fait une crise d'anxiété, puis il part appeler sa blonde dehors parce qu'il sait pas comment manger. Il dit, il y a trop de fourchettes, il y a trop de couteaux, je sais pas comment manger. Oh, petit... Tu sais, c'est capoté pareil, là. On pense pas à ça, là, ce genre de truc-là. Là. Mais lui, il dit, moi, j'ai jamais. Il dit, chez nous, on mangeait avec nos mains, là. Tu sais, on mangeait des sandwichs, on mangeait des. Tu sais, tes mains dans le sac de chips, tu manges une sandwich. Il dit, moi, le plus que j'ai vu, c'est une fourchette et un couteau. 3-4 fourchettes, puis 3-4 couteaux, puis 12 cuillères. Non. Là, de quelle main je prends dans quel ordre, puis... il comprend pas pantoute, là. Je le saurais pas moi non plus, d'ailleurs, mais... Moi non plus. Mais tu sais, il est à Yale. Le monde à Yale qui côtoie, c'est le monde qui ont du cash, là. Généralement, là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, hier, ça transparaissait dans son discours. Je te dirais que c'est pas un orateur extraordinaire, là, si tu le compares à un DeSantis ou Vivek Ramaswamy, qui eux sont vraiment peuvent parler pendant 3 heures sur un stage. Lui, ça paraît qu'il vient ça paraît encore, tu sais, qu'il vient d'un milieu défavorisé où il a pas eu accès à
au cercle social, puis probablement qu'il avait un certain âge, j'ai jamais vu de livre de sa vie, puis ça paraît parce que de la manière qu'il s'exprime, il y a un langage très, très, comment je dirais ça, beaucoup moins sophistiqué que les autres. Puis, tu sais, pour vrai, je pense que le choix de Trump là-dessus, il s'explique vraiment par ce background-là, puis par ce personnage-là qui vient lui donner ce qu'en fait, lui, n'a pas du tout. C'est-à-dire il y a cette image-là, il y a ce contact-là de dire, bon, je suis un gars qui est connecté sur le pauvre monde, mais lui, il la comprend pas, cette réalité-là. Lui, il la comprend, il l'a vécu, là. Fait que tu sais, je regarde un peu les commentaires qui sont faits depuis 4-5 jours là-dessus, puis je me dis, my God, les gens ils passent vraiment à côté du ah ouais, mais c'est parce que lui, c'est un pro-vie, puis l'autre est pas. Là, pour vrai, tous ces trucs-là, je comprends, là, il y a des... Ça va revenir parce que c'est des politiques et tout, mais le vice-président ou la vice-présidente, regardez justement Kamala Harris. Kamala Harris, ils l'ont beaucoup nommé là parce qu'elle cochait des cases. C'était une femme, elle était de couleur. Tu sais, il y avait des choses comme ça qui venaient compléter le manque que avait Joe Biden. Ben, c'est un peu ça aussi pour ce qui est de Trump, là. Oui, parce que pour vrai, les gens ont dit c'est un émule de Trump au niveau des idées. Pas tant, là. Honnêtement, si tu regardes le positionnement de J.D. Vance sur plusieurs affaires, ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est un genre de républicain de gauche, là, socialement. C'est-à-dire que c'est un gars qui prône un salaire minimum à genre 20$ de l'heure. C'est un gars qui compte assez contre le libre-échange. C'est un gars qui est, je te dirais, qui est plutôt anti... tu sais, c'est pas un gars qui est très économie de marché, là. Il clash beaucoup avec les... Tu sais, si tu le compares, mettons, avec un Vivek Ramaswamy, qui lui est plutôt de la tendance, je dirais, libertarienne. Oui. On est vraiment à deux opposés. Mais... Non, il y a un changement qui est en train de se passer aussi idéologiquement au Parti républicain. En fait, tu sais, autant j'ai fait jouer un extrait hier de Véronique Prince qui disait récemment qu'il n'y a pas de il y a pas de gauche aux États-Unis. T'as à droite et moins à droite. Moi, je dirais à l'inverse que t'as plus idéologiquement, là. Tu sais, puis un discours idéologique qui est clair là-dessus. T'as plus de vraie droite présentement aux États-Unis, clair. T'as deux partis qui se ressemblent un peu. Démocrates, républicains, les deux sont protectionnistes un peu, puis mais tu sais, côté social, là oui, tu vas pouvoir être plus à droite d'un bord que de l'autre, mais côté économique, côté idéologie, la différence est moins grande, là. Mais c'est parce que je pense qu'on peut pas comprendre cette dynamique-là sans voir l'espèce de migration qu'il y a eu progressivement entre la classe ouvrière américaine qui est passé progressivement des démocrates aux républicains. Si tu regardes une carte des États-Unis, là, tu sais, il y a plusieurs décennies, tu voyais qu'il y avait encore du bleu dans certaines régions rurales, tu voyais qu'il y avait du bleu dans des milieux, tu sais, très pauvres, de la Rust Belt puis tout ça. Mais quand tu regardes aujourd'hui, là, le vote bleu démocrate là, se concentre presque uniquement dans les grands centres urbains et leur électorat maintenant, c'est les gens de profession libérale, les avocats, les notaires, les enseignants, les étudiants, tu sais, c'est beaucoup, en fait, devenu un parti urbain qui score dans les grands centres où les gens, tu sais, sont très citoyens du monde, écologie, tout ça, alors que les républicains, se sont vraiment installés comme le parti de la classe ouvrière. Et je pense que le fait que lui soit nommé comme ça vient un peu consacrer cette position-là. Et en plus de ça, on voyait que dans la convention, tu avais des membres des Teamsters, là. C'est ça. C'est une première. C'est capoté quand tu y penses. Pensez-y, c'est comme si t'avais genre Magali Picard à la convention de Pierre Éric Duhem. C'est ça, mais c'est un peu, c'est un peu là qu'on est, puis c'est difficile, je pense, à comprendre d'un point de vue canadien si tu regardes pas le background de ce genre de personnage-là et si tu regardes pas la migration du discours qu'il y a eu. Parce que nous autres, on voit ça d'un point de vue canadien, mais on se dit, ben là, t'as la gauche, la droite, eux autres doivent être pour le petit monde, eux autres pour les riches. Tu sais, c'est notre vision un peu caricaturale de comment ça fonctionne, là. Le parti des bourgeois, le parti des pauvres. Ouais, c'est pas de même pantoute que ça marche. Ben, si vous l'avez pas compris récemment avec la France que la gauche, la droite, c'est pas pareil d'un pays à l'autre, là. Puis que c'est pas pour les mêmes raisons qu'on dit que ça c'est à gauche, ça c'est à droite. Vous le comprendrez jamais, là. Ça se résume pas mal à ça. Hey, merci beaucoup, mon Frank, pour ce portrait-là, donc de J.D. Vance. Juste rappeler le titre du film. Oui, les gens le demandent.
Ouais, donc le film, en anglais, c'est le même que Donc, le livre, Hillbilly. c'est Hillbilly Elegy. Puis probablement que sur votre Netflix, ça va être une ode américaine. OK, tout simplement. Merci Donc, beaucoup, on c'est se avec rejase. Glenn Close, entre autres, qui joue là-dedans. Là. Donc, OK. elle vole le show, là, je te dirais. Là, c'est vraiment une grosse performance d'acteur là-dedans. Donc, c'est un bon film. Allez écouter ça. Puis pour les plus curieux, vous pouvez lire le bouquin. C'est encore mieux. All right, mon Frank, on se rejase la semaine prochaine. Merci, Frank. Yes. Salut bien, on s'arrête quelques instants puis on revient.